Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. On est le 17 décembre, podcast numéro 79. On enchaîne avec se libérer d'être fauché. On va tout de suite faire le prochain chapitre sur les prêts étudiants. C'est le chapitre numéro 4. Je vous rappelle que je fais des midis en direct sur ma page Facebook Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. C'est du contenu bonus qui a rapport avec l'indépendance financière et les hypothèques et qui a rapport avec le contenu que je fais sur le podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Facebook, vous abonner. Vous serez averti quand je serai en direct pour faire du contenu. Ensuite, je continue avec Se libérer d'être fauché. Je vous rappelle, ce livre-là, ça parle de paix financière. On parle de finances personnelles, oui, mais que la base en finances personnelles, c'est qu'on veut avant tout avoir une paix financière, ne pas se retrouver dans le métro, boulot, dodo, avoir du stress financier. Ça va nous aider à nous enrichir plus rapidement, OK? Être heureux avant de commencer à penser à s'enrichir. Ne pas penser qu'on va être heureux une fois qu'on va être riche. Il faut être heureux maintenant. Pour ça, il faut avoir la paix, il faut avoir des bonnes relations familiales, des bonnes relations de couple. La paix financière est très importante à ce niveau-là et tout le livre, Se libérer d'être fauché, va nous encourager à éviter l'endettement, obtenir la paix financière et se faire une bonne base pour ensuite s'enrichir, travailler, améliorer notre situation dans le futur, tout en étant heureux, tout en ayant la paix financière. Ça nous permet ultimement de ne pas tomber dans le piège du métro, boulot, dodo. Le chapitre numéro 4, on parle des prêts étudiants. Petite astérix, évidemment, l'éducation au Québec, au Canada, c'est pas la même chose que l'éducation aux États-Unis, OK? Puis, la situation aux États-Unis est beaucoup plus alarmante qu'au Canada, qu'au Québec. Je vous le dis tout de suite. On va quand même faire le résumé du chapitre 4, les prêts étudiants, de Se libérer d'être fauché. Puis on va parler de comment ça se passe aux États-Unis. Quand même, il faut garder en tête que dans une plus petite échelle, tout ça se passe aussi au Canada. Mais on est un peu mieux organisé au Canada qu'aux États-Unis, donc on n'est pas en crise de l'endettement des étudiants comme les Américains le sont en ce moment, l'ont été dans les dernières années. Je commence le résumé du chapitre 4, les prêts étudiants du livre Se libérer d'être fauché de George Kamel. Okay, on commence. J'ai commencé mon éducation à un très jeune âge, juste après avoir terminé l'université. Ça, c'est Churchill qui a dit ça, commencer son éducation à un très jeune âge, mais après avoir terminé l'université. Alors, étudier, oui, mais pas à tout prix. Hein? C'est l'idée du chapitre. Oui, c'est important, l'éducation. Parenthèse personnelle, moi-même, j'ai fait mon secondaire, mon cégep, mon université, et je n'en regrette rien. Je suis très content d'avoir passé toutes ces années-là à travailler, à m'éduquer, à passer au travers du système d'éducation. Parfois, il y a certaines critiques qui peuvent arriver. Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui, en 2024, d'aller à l'université, d'aller au cégep versus commencer tout de suite et se lancer en affaires? Je pense, moi, que dans une optique de paix financière, l'éducation va nous amener la paix, va nous assurer une sécurité. On va suivre quand même le système d'éducation pour s'assurer qu'on va avoir un bon revenu. C'est comme une sorte de garantie, malgré que ce n'est pas une garantie ultime. On le sait, on peut aller dans le système de l'éducation, aller étudier des choses qui ne vont pas nécessairement faire en sorte qu'on va avoir un bel avenir financier, mais on regarde les statistiques, les gens qui vont à l'université, normalement, en moyenne, vont faire un meilleur revenu, il va y avoir plus d'opportunités. On va parler de tout ça, OK? Mais c'est pas à tout prix, parce que on va voir qu'il peut y avoir un prix à aller étudier. Plusieurs étudiants se retrouvent avec un diplôme sans valeur et une dette bien réelle, OK? Ça, c'est le danger dont on parle ici, dont on va parler dans ce chapitre-là. Puis l'auteur nous ramène beaucoup aux États-Unis, là, comme j'ai dit en introduction. On parle aux États-Unis qu'il y a 1,6 trillion en anglais, en dette étudiante aux États-Unis.
Le terme français, c'est billion qu'il faut dire. Un trillion, c'est 1000 milliards dans le fond. Un billion, c'est 1000 milliards. Donc, c'est difficile de concevoir toute la quantité d'argent qu'il y a en dette aux États-Unis en ce moment. Évidemment, au Canada, on est beaucoup plus bas que ça. Au niveau du Canada, PCPE, qui est le programme canadien, 22 milliards de dollars. Puis le programme de l'AFE au Québec, 4,4 milliards. Donc, aux États-Unis, on parle de 1,6 trillion, des billions. Un billion, c'est 1000 milliards. Donc, on voit un petit peu l'ordre de grandeur là, de la crise aux États-Unis par rapport au Canada. Un petit peu d'histoire. Le gouvernement américain a lancé son programme de prêt étudiant en 1957. On parlait à ce moment-là d'une course dans l'espace, puis les Américains voyaient les Russes gagner la course. Donc là, on s'est dit, OK, là, il faut encourager les gens à aller étudier. On va faire un programme de prêt étudiant pour augmenter le niveau d'éducation aux États-Unis. Puis ça a parti un programme qui est devenu hors de contrôle avec les années. Là, on parle de la privatisation, justement, de ce programme-là. On parle de Sallie Mae dans les années 1997-2004. On parle aussi qu'en 2005, ils ont fait en sorte que maintenant, ce n'est même plus possible de se libérer d'un prêt étudiant après une faillite. On garde ça, on est pris avec ça toute notre vie. C'est devenu hors de contrôle, les prêts étudiants aux États-Unis. OK, puis là, l'auteur pose la question. Est-ce que l'université en vaut toujours le coup? Puis là, on arrive avec 4 contre-arguments. Le diplôme universitaire a perdu en valeur en 2024. Puis là, moi, j'irais ici d'une note personnelle. Je pense que le fait que la technologie, les choses qui évoluent tellement rapidement en 2024, c'est difficile pour le système d'éducation de suivre le pas, puis d'arriver à donner une éducation qui va être pertinente pour le marché du travail parce que justement les changements technologiques font en sorte que ça avance trop rapidement et que c'est difficile d'arriver à enseigner les bonnes informations qui vont avoir de la valeur sur le marché du travail. Donc, ce ne sont pas tous les diplômes qui donnent les plus hauts salaires. Plusieurs regrettent avoir pris un prêt étudiant. Donc, on parle d'un sondage que l'équipe de Ramsey a fait. On parlait de 49% des étudiants qui regrettaient avoir pris le prêt étudiant. Donc, souvent, on embarque dans le prêt étudiant puis on n'est pas trop conscient. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire ici. Là, on veut conscientiser par rapport au danger de prendre le prêt étudiant. La diplomation non plus n'est pas garantie. On parle de 6 étudiants sur 10 qui ne finiront pas leur programme dans les temps. Le programme dans lequel ils sont inscrits, ils ne vont pas le finir dans les temps. Donc, c'est beaucoup, c'est plus que la moitié des gens qui ne finissent pas leur programme. Donc, l'idée de prendre un prêt étudiant, il doit y avoir un retour sur investissement absolument. Et puis, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent pris après ça avec un énorme prêt étudiant et de la difficulté à se trouver un emploi. Parce que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas terminé, peut-être qu'ils sont allés dans un programme qui n'a pas autant de valeur qu'ils pensaient. Bref, ça, c'était les arguments contre l'idée de est-ce que aller à l'université vaut toujours le coup. Mais d'un autre côté, OK, certains emplois nécessitent un diplôme, tu sais, évidemment. Médecin, avocat, il y a beaucoup d'emplois qui nécessitent un diplôme. Peut-être qu'on n'a pas le choix si ce qu'on veut faire, c'est tel métier. Souvent, ça va passer par le système d'éducation. Puis il va y avoir des coûts liés à ça. On va devoir étudier pendant plusieurs années. Puis pendant ce temps-là, on doit se loger, on doit se nourrir. Ensuite, les universitaires gagnent habituellement plus. Ben oui, ça c'est encore vrai en 2024 quand on regarde les statistiques puis les niveaux d'éducation. Ben, les personnes qui ont un niveau universitaire, collégial, vont avoir un meilleur revenu. Donc, c'est encore vrai. On ne peut pas nier ça. L'université enseigne des compétences ayant de la valeur sur le marché du travail et ça élargit nos perspectives. Oui, parce qu'on va baigner dans un milieu intellectuel pendant plusieurs années. On va être devant des professeurs, devant des personnes très intelligentes qui ont vécu des expériences. On va parler avec d'autres étudiants qui, eux aussi, ont des choses intéressantes, peut-être des expériences intéressantes à partager. Évidemment que ça élargit nos perspectives
versus aller travailler dans un milieu fermé avec des gens peut-être qui ont moins de diversification. Bref, aller à l'université, l'expérience, ça élargit nos perspectives et ça nous donne des compétences ayant de la valeur sur le marché du travail. Parce que oui, éventuellement, le marché du travail, l'industrie s'en va dans l'éducation parce qu'on veut apprendre aux gens, on veut que les gens se préparent à avoir les compétences nécessaires pour servir justement le marché du travail. Puis ensuite, numéro 4, l'université offre des ressources puis des opportunités. Toutes les universités ont des ressources pour nous permettre ensuite d'aller travailler pour avoir des bons emplois, pour se lancer, puis lancer notre carrière, puis on va rencontrer des gens, puis ça peut créer des opportunités, versus ne pas aller étudier au collège, à l'université. Est-ce que ça vaut le coup? Il faut faire le pour et le contre. Ici, l'auteur dit qu'on a un filtre à 2 questions. Lorsqu'on a une idée de ce qu'on veut faire dans le futur, on devrait se poser ces 2 questions-là. Est-ce que l'université, c'est la seule façon d'arriver à mon but? On devrait commencer par se poser ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il y a d'autres façons de se rendre à ce qu'on veut faire dans la vie comme travail. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'université est la meilleure façon? Peut-être que c'est pas la seule façon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure d'y arriver? Parce que souvent, l'université, ça coûte cher. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon d'y arriver? Donc, c'est les 2 questions. Si on répond oui à ces 2 questions-là, il y a des bonnes chances que oui, on veuille aller à l'université étudier pour notre futur travail. Marketing dans les universités. Donc là, ça, c'est un problème qui s'est développé au fil des ans aux États-Unis. C'est que maintenant, il y a une industrie des prêts étudiants, ça s'est privatisé. Les universités aussi, plus qu'ils ont d'inscriptions, plus que c'est bon pour eux. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, les frais de scolarité ont fait x5 en l'espace de, je pense, 30 ans. Ça a été beaucoup plus élevé, l'augmentation des frais de scolarité, que l'inflation normale. Ça coûte beaucoup plus cher donc maintenant. Donc, il faut encore plus s'endetter souvent si on veut aller étudier. Si on n'a pas épargné d'avant, si nos parents n'ont pas épargné pour nos études, ça peut être compliqué d'aller justement étudier si on n'a pas les fonds, si nos parents n'ont pas prévu. Donc, le prêt étudiant devient, on dirait, la seule option. Mais là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a du marketing qui est fait parce que là, ils ont fait des études puis ils sont mis à demander, à questionner les étudiants dans quel programme, pourquoi tu as choisi ce programme-là, qu'est-ce que tu penses que ce programme-là va t'amener dans le futur. Puis ils se sont rendus compte que la majorité des étudiants à l'université n'étaient pas vraiment capables de répondre à ces questions-là et que les réponses des étudiants avaient plutôt rapport avec l'expérience du collège américain, l'expérience de la vie étudiante et ne s'étaient pas posé tant que ça les questions importantes par rapport à la valeur du diplôme, par rapport aux frais de scolarité élevés, par rapport au remboursement de cette dette-là qu'ils sont en train de contracter pour justement aller étudier. Ça, c'est lié beaucoup au marketing parce qu'il y a eu un push fait par justement l'industrie pour rendre ça très attrayant. Plus qu'une université est attrayante, plus qu'elle est prestigieuse, plus qu'ils vont avoir de demandes d'admission, plus qu'ils vont avoir de fonds. Et puis là, ça devient comme une business. Et ça, évidemment, c'est problématique parce qu'on va endetter les étudiants, qui est à la base un programme gouvernemental qui est pour stimuler l'éducation, mais là, le privé s'en mêle, puis on vient faire de l'argent avec ça en arrière. Et puis ça, c'est évidemment là que c'est problématique. On handicape le futur des jeunes au lieu de les aider à s'éduquer vraiment, puis d'être capable de prendre soin d'eux-mêmes, de rembourser correctement, d'avoir des bons revenus, puis de pouvoir eux aussi cheminer vers l'indépendance financière. On les endette, puis on fait de l'argent sur leur dos. Donc ça, c'est le marketing des universités, c'est un problème. Ensuite, l'auteur mentionne l'idée de la bonne dette, ok? Puis celle-là, je l'entends ici, une bonne dette, une mauvaise dette. J'ai déjà même fait un podcast dans les premiers épisodes de Indépendance financière et hypothèque qui parlait de ça, bonne dette, mauvaise dette, les dettes pour l'investissement, oui, peut-être, ça peut être correct, les dettes pour les prêts étudiants, borderline, les prêts pour la consommation, donc ça, mauvaise dette. Mais là, ici dans le livre, l'auteur mentionne que la bonne dette, c'est devenu une idée que même un prêt étudiant, c'est une bonne chose, une bonne dette, donc c'est quasiment un investissement, c'est quasiment un actif d'aller chercher un prêt étudiant, tellement que la perception est à l'envers, voulant dire qu'on ne pense plus que c'est une dette.
tellement que cette idée-là est devenue mainstream, comme on dit. Considérée comme un investissement au lieu d'une dette, mais pourtant, c'est quand même une dette à la base, le prêt étudiant. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Puis c'est une dette qui retarde certains projets de vie importants. Parce que là, ils ont fait encore là des sondages, puis on dit que le prêt étudiant, c'est une dette qui retarde, dans 42% des cas, le paiement des autres dettes. Dans 14% des cas, ça va retarder le projet de mariage. Dans 44% des cas, ça va retarder l'épargne pour la retraite. Dans 33% des cas, ça va retarder l'achat d'une première propriété. C'est une dette aussi dans 35% des cas qui va retarder les voyages, dans 16% des cas qui va retarder d'avoir des enfants. Donc, tous des projets de vie qu'on veut ultimement faire, on doit les retarder parce qu'on a une dette étudiante à rembourser. Donc ça, c'est à considérer. Il ne faut pas oublier que l'idée de la bonne dette, pour moi, n'est pas tant valide. Ça reste une dette, c'est pas nécessairement bon. C'est habituellement pas bon, en fait. On va parler du pardon des dettes étudiantes. Il y a un programme aux États-Unis de Debt Forgiveness. Il y a ça aussi, en passant, là, au Québec, au Canada. Il y a des programmes là, quand on est en difficulté financière, qu'on a un prêt étudiant à rembourser. Il y a tout plein de programmes, ou en tout cas de situations qui font ça, mais c'est des situations où on ne veut pas se retrouver. Donc là, moi, je parle beaucoup de prévention. Ici, on parle du pardon des dettes étudiantes aux États-Unis dans l'idée que beaucoup vont s'accrocher à ce pardon-là. Mais là, ici, ce qu'on mentionne dans le livre, c'est que dans plusieurs cas, le pardon n'arrive pas. La fameuse dette étudiante qu'on a contractée, qu'on est pris avec une fois qu'on a terminé nos études et qu'on a de la difficulté à rembourser, même si le gouvernement nous a dit, oui, on a des programmes qui vont vous pardonner une partie de vos dettes ou toute la dette au complet, ça devient un état où est-ce qu'on a une dette, on attend que le gouvernement vienne nous sauver. Et puis, moi, je recommande à personne de se retrouver dans une telle situation, d'être en attente d'un acteur externe qui va venir nous sauver. Non, ici, on parle d'indépendance financière sur le podcast, indépendance financière et hypothèque. On oublie l'idée d'attendre après quelqu'un qui vienne nous sauver. On va être indépendant, on va prendre action nous-mêmes pour s'en sortir. Par la prévention, puis si on a contracté une dette, on va prendre action pour la rembourser le plus rapidement possible. Ici, l'auteur abonde dans le même sens. On ne devrait pas attendre après le gouvernement pour se faire pardonner nos dettes, non pas compter là-dessus parce que ça n'arrive pas nécessairement. Mais là, tout ça, c'est pas très joli. L'auteur en est conscient, donc là, il veut arriver avec une solution, il veut arriver avec des choses plus positives à dire. La solution, selon l'auteur, c'est, les parents, on veut encourager les enfants à aller étudier, mais sans prendre de dette. On va faire ça de différentes façons. 5 façons d'y arriver. Premièrement, on va retirer les prêts étudiants de l'équation. OK? Take them off the table. Point. On va essayer de s'organiser sans ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les parents, oui, on va ouvrir un compte épargne études pendant que les enfants sont jeunes. Ça va fructifier. Il y a des programmes fiscaux, gouvernementaux qui aident justement à épargner pour les études futures des enfants. Donc on va plutôt profiter de ça au lieu de profiter des prêts étudiants plus tard. Ensuite, on va y aller en choisissant un programme d'études qui est abordable. On va aller dans une école où c'est abordable. Aux États-Unis, vous savez, il y a des universités prestigieuses qui coûtent très, très cher, mais il y a aussi les community colleges qui sont beaucoup plus abordables. Donc souvent, puis la différence entre un diplôme ou l'autre n'a pas nécessairement tant de poids sur le marché du travail. Donc on va y aller avec un community college au lieu d'aller s'endetter des centaines de milliers de dollars. Ça, c'est l'item numéro 3. Ensuite, on va appliquer pour toutes les bourses possibles, OK? Comme aux États-Unis, au Canada aussi, on a accès à des bourses. Je vais en parler un petit peu vers la fin, le fonctionnement au Québec. Puis il y a tout plein de bourses privées sur lesquelles on va appliquer. Chacune des bourses, si on passe 5 heures à appliquer pour une bourse de 1000 $, il faut penser, puis qu'on l'a, il faut penser que ça fait 200 $ de l'heure. On va encourager les enfants, les parents à aller appliquer pour ces bourses-là. Puis, on va conscientiser nos enfants justement à travailler plus fort, plus intelligemment. On va peut-être travailler pendant les études pour éviter à tout prix d'aller vers les prêts étudiants. Si, par contre, vous avez des prêts
étudiant en ce moment, ben là, les recommandations de l'auteur, c'est qu'on va prendre le contrôle de notre vie. On ne va pas attendre après un pardon. On va prendre les mesures nécessaires pour rembourser ça le plus rapidement possible. Ça va devenir notre priorité. Lorsqu'on a une dette, on est en danger financièrement. On devrait faire pause sur nos autres projets et se concentrer à rembourser rapidement les dettes étudiantes, se débarrasser de ces dettes au plus vite et ne pas attendre que le gouvernement nous pardonne. Donc, prendre plusieurs emplois, penser que cette situation-là est temporaire, on ne va pas se mettre à travailler, à bûcher, à prendre 3-4 emplois à temps partiel toute notre vie. Non, on va faire ça le temps de rembourser, le temps qu'on est en danger, jusqu'à temps qu'on puisse atteindre notre paix financière, accumuler notre fonds d'urgence. Ça, c'est si on a des dettes étudiantes, c'est ce qui est recommandé de faire. En gros, c'était le contenu du chapitre numéro 4. J'arrête là avec le résumé du chapitre Se libérer d'être fauché, chapitre 4, les prêts étudiants. Je vais revenir un petit peu au Québec, les prêts étudiants, parce que j'ai regardé, évidemment, c'est de l'information là, que j'ai tirée de ChatGPT. Il faut toujours valider de ce que je comprends, OK? Parce que, évidemment, moi, j'ai 43 ans, en passant par transparence. J'avais pris un prêt étudiant, je crois, c'était pas plus que 10 000 ce que j'avais du temps que j'étais à l'Université de Sherbrooke. Et je l'ai remboursé dans la première année quand j'ai commencé à travailler, ou même peut-être avant ça, parce que je travaillais à temps partiel pendant mes études. Au Canada, donc le programme de prêt aux étudiants, c'est le PCPE, Programme canadien de prêt aux étudiants. Ça, c'est au Canada. Mais au Québec, normalement, on ne va pas faire affaire avec ce programme-là. Au Québec, on a un programme qui est spécifique au Québec, c'est le programme d'aide financière aux études, l'AFE. C'est un programme qui vise à garantir que tous les étudiants québécois puissent accéder à des études postsecondaires, quel que soit leur revenu familial. Il repose sur une évaluation du besoin financier pour déterminer le montant accordé. C'est un programme de prêts et bourses, c'est provincial, et puis on va vraiment regarder la capacité de l'étudiant et des parents à participer aux études, puis on va évaluer combien que ça coûte aller étudier. On va faire un calcul, puis là, il va y avoir une partie peut-être en bourse, si on se qualifie, et le reste, ça sera des prêts. Ce qui est bourse, on n'a pas besoin de le rembourser. Ce qui est un prêt, on va devoir le rembourser. Puis là, comment fonctionnent les prêts ensuite? Je ne vais pas dans les détails de qualification, là, parce que je ne suis pas très familier. Il y a des calculs justement par rapport aux revenus de nos parents, puis à nos besoins selon les études qu'on doit faire. Les prêts, normalement, ils vont se faire via les institutions financières. C'est le gouvernement qui paye les intérêts pendant les études. Donc, l'étudiant, pendant sa période d'études, on ne va pas accumuler d'intérêts. Donc, ça, c'est très bien parce que c'est payé par le gouvernement pendant ce temps-là. Les prêts sont aussi garantis par le gouvernement. Donc, ça fait en sorte que le taux d'intérêt, une fois que les études vont être terminées, va être raisonnable parce qu'on parle d'un prêt qui est garanti par le gouvernement. Ensuite, le remboursement doit commencer 6 mois après la fin des études. Donc, on a une période de 6 mois, puis après ça, il faut commencer le remboursement. Et à ce moment-là, on doit prendre un plan de remboursement avec soit l'institution financière ou le gouvernement. Je ne suis pas familier avec ça, mais il faut savoir qu'un prêt, on peut le rembourser très rapidement comme on veut. C'est pas comme si on prend un plan puis qu'on n'a pas le droit à ce moment-là de le rembourser plus rapidement. Un prêt, normalement, la loi fait en sorte qu'on peut toujours rembourser un prêt, sauf les prêts hypothécaires à taux fixe, variable. Il y a des conditions spéciales pour justement qu'on ne peut pas rembourser au complet sans payer une pénalité. Mais normalement, tout prêt, on peut les rembourser n'importe quand si on a l'argent pour les rembourser. Il y a des programmes de pardon, comme je disais, en cas de difficulté. Là, il faut voir, souvent, ils font étirer ça sur une longue période idéalement. On ne veut pas se fier là-dessus pour rembourser nos prêts, mais si jamais une personne n'est vraiment pas en mesure de rembourser son prêt étudiant, il va y avoir des programmes pour venir en aide à ce moment-là. Ensuite, si on a besoin de plus que ce que le programme de prêt et bourse, donc l'AFE, peut fournir, ben là, à ce moment-là, il faut aller chercher un prêt étudiant privé. Puis là, les institutions financières vont en proposer
Je suis pas allé voir là, exactement les conditions dans chacune des institutions financières. Peut-être celle de Desjardins, je suis un petit peu plus familier. Ils ont une marge de crédit étudiante. Ils en ont deux. Une pour certains programmes d'études, je pense plus en médecine par exemple, qui est un peu plus avantageuse. Là, je suis pas allé voir les différences tant que ça entre les deux types de marges. Je pense que c'est le taux d'intérêt qui est différent dans le fond entre les deux marges de crédit étudiantes proposées par Desjardins. Puis à ce moment-là, les intérêts commencent dès que le montant est emprunté. Une marge de crédit, c'est un peu plus flexible, voulant dire qu'on peut prendre l'argent quand on en a besoin, on peut rembourser aussi quand on veut. Puis ensuite, le remboursement peut être différé pour ces prêts étudiants privés-là. S'il y a une entente avec l'institution financière, il faut voir les conditions particulières par rapport aux remboursements qui peuvent être retardés en cas de difficulté pour ces prêts privés-là. Puis là, il faut savoir que tout ça, ces prêts étudiants-là, on n'a pas une crise au Canada des prêts étudiants comme il y a aux États-Unis, donc c'est quand même sous contrôle, peut-être par le fait que c'est quand même bien géré, qu'il n'y a pas eu d'abus, que le privé ne s'est pas trop mêlé justement du marketing par rapport aux prêts financiers, et surtout aussi, je pense, lié au fait que l'éducation postsecondaire au Québec, c'est très bien subventionné par l'État. Donc, même si les coûts de frais de scolarité ont évidemment augmenté dans les 20 dernières années, on n'est pas à des niveaux aussi élevés qu'aux États-Unis. Donc, le fait que ça coûte moins cher fait qu'on a moins besoin de s'endetter. Donc, peut-être que tout est là sur le fait qu'au Québec, on n'a pas de crise de prêts étudiants. Mais, ça ne veut pas dire que prendre des prêts étudiants, on devrait le faire automatiquement. Il faut savoir quand même que tous les mauvais côtés vont s'appliquer si on décide de prendre un prêt étudiant. Puis là, je ramènerai ça à la fin de mon épisode aujourd'hui vers le plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Si on va prendre un prêt étudiant pour ses études, ça va nous, évidemment, retarder dans nos étapes. Parce que l'étape numéro 1, c'est quoi? C'est qu'on doit s'engager à ne plus prendre d'endettement. Normalement, si on a fait les étapes avant même de commencer les études, on n'aura pas de dette étudiante parce que ce n'est pas permis dans les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, devenir propriétaire, puis en premier obtenir la paix financière. Mais on peut commencer le plan aussi, puis peut-être qu'on a déjà pris et contracté notre dette étudiante. À ce moment-là, on doit faire l'étape numéro 1. On doit quand même prendre conscience de, OK, je vais prendre la décision de ne plus aller dans l'endettement, que ce soit pour mes études dans le futur, que ce soit pour les voitures, toutes les sortes de dettes de consommation. On va s'engager à ne plus payer d'intérêt à un créancier pour notre consommation, même si c'est notre éducation. Puis, on va s'engager à rembourser ça le plus rapidement possible. On va serrer la ceinture, on va y aller intense. À l'étape numéro 1, on va trouver un emploi suite à nos études, on va peut-être prendre d'autres petits emplois, on va faire pause sur nos projets de voyage, tous nos projets qu'on a à la fin de nos études. Tant qu'on n'a pas remboursé nos dettes, on est en danger financièrement, on va s'occuper de tout ça, on va clairer ça rapidement. Ensuite, à l'étape numéro 2, on pourra relaxer, commencer vraiment notre vie, parce que là, on va commencer avec la paix financière, on a notre diplôme, là, on est en belle posture pour commencer notre vie financière, aller vers l'indépendance financière, s'en aller vers devenir propriétaire, ça fait partie des étapes, si c'est ce qu'on veut, être propriétaire de notre maison. Possible que ce soit pas ce qu'on veut, devenir propriétaire, puis qu'on choisisse de rester locataire, nous, à long terme, que ce soit pas un but dans notre vie d'être propriétaire. À ce moment-là, peut-être que le plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire puis atteindre l'indépendance financière, peut-être que c'est pas tout à fait pour nous. Moi, c'est certain que ça faisait partie de mes objectifs et c'est central. Je suis aussi courtier hypothécaire. Donc, quelqu'un qui ne veut pas devenir propriétaire, j'ai moins à lui apporter. C'est pour ça que mon contenu, j'ai ajouté, moi, en plein milieu, devenir propriétaire. Mais c'est correct aussi. On pourrait suivre le plan, éliminer cette étape-là puis aller vers l'indépendance financière sans ça. C'est juste que là, à ce moment-là, si vous m'appelez pour vous aider par rapport à votre cheminement, j'ai pas de service à offrir autre que de courtage hypothécaire. On continue sur les étapes. Étape numéro 2, c'est d'accumuler notre mise de fonds, accumuler notre fonds d'urgence. Donc, imaginez qu'on a toujours une dette. Si on décide de ne pas faire l'étape numéro 1 puis qu'on continue quand même avec l'étape numéro 2, ça nous ralentit. C'est comme un boulet qu'on traîne, puis on essaie d'avancer plus rapidement qu'on peut, mais on a ce boulet-là parce qu'on doit toujours rembourser. On doit rembourser notre prêt étudiant avec des intérêts. Oui, je comprends
comprend que le taux d'intérêt, c'est peut-être pas si élevé, mais reste que c'est un paiement de plus qu'on doit faire. On veut respecter notre revenu, notre fameuse paye qui rentre dans notre compte de banque, on veut le respecter, éviter toutes sortes de paiements plates comme le paiement de dette étudiante. Le fait qu'on n'a pas de dette étudiante, ça va aller beaucoup plus vite pour accumuler notre mise de fonds pour notre première propriété, puis accumuler notre fonds d'urgence. À l'étape numéro 3, donc devenir propriétaire, acheter notre propriété. Si on a encore notre prêt étudiant, on va devoir l'entrer dans notre qualification pour notre prêt hypothécaire, ce qui peut fonctionner, mais encore là, on s'en va vers devenir propriétaire, on va avoir un paiement hypothécaire, on veut s'acheter une maison la plus petite selon nos moyens, selon nos besoins pour que notre paiement hypothécaire soit le plus bas possible, mais si en plus on a un paiement encore de prêt étudiant qui vient s'ajouter à ça, on est en danger de s'en aller dans le métro, boulot, dodo, parce que ces paiements-là volent notre revenu qu'on reçoit à chaque 2 semaines de notre travail, puis on est obligé de continuer à travailler, puis là, ce qu'on reçoit de notre paye, ça s'en va directement au créancier, puis on le voit pas, puis on est comme pris un peu là-dedans. Je veux qu'il y ait un gros écart entre le montant qu'on reçoit de notre paye, puis toutes nos obligations de paiement. Puis, à l'étape numéro 3, si on a encore notre prêt étudiant, ça vient s'ajouter, si c'est pas le fun. Puis ensuite, l'étape numéro 4, on a notre propriété, puis là, on veut investir pour l'indépendance financière, peut-être le CELI, le REER, mais peut-être aussi faire des projets d'investissement qui vont être rentables. Mais là encore, si on a comme tout plein de paiements qui viennent gruger notre revenu, ça va être difficile d'aller mettre une mise de fonds, par exemple, pour une propriété à revenu ou aller acheter des actions dans l'entreprise où on travaille, avoir un projet d'investissement rentable qui va faire en sorte vraiment que là, on va aller rapidement vers l'indépendance financière, l'étape numéro 4. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas à l'étape numéro 4 parce que, justement, ils ont accumulé des paiements de voitures, de dettes étudiantes, ils ne sont jamais rendus, n'ont jamais pris conscience de devoir rembourser tout ça. Donc, l'étape numéro 4, on ne se rend jamais là, puis on fait toute notre vie comme ça, puis on passe à travers, on se rend jusqu'à 65 ans avec des paiements. Puis c'est pas ça que je propose, moi, évidemment, dans le plan en 5 étapes. Je veux qu'on arrive le plus rapidement possible à l'indépendance financière pour éventuellement, à l'étape numéro 5, rembourser notre hypothèque. Puis là, je dirais, on ne veut pas se ramasser là, à devoir rembourser notre hypothèque en même temps qu'on doit rembourser notre prêt étudiant. On devrait être ailleurs rendu là. Voilà. Donc, ça fait le parallèle entre les prêts étudiants et les 5 étapes pour cheminer vers l'indépendance financière. Encouragez vos enfants à être conscients du danger des prêts étudiants. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.